I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Adana Mamlegros, qui est artiviste, présidente de Génération C. Elle va nous expliquer ça aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast I Feel Good. Merci. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de me présenter et de faire passer mon message. Oui, j'étais hyper touchée de rencontrer Adana parce qu'elle a un parcours de vie un peu incroyable et extraordinaire. Et puis, elle a beaucoup de choses à partager. Je voudrais un petit peu que tu nous expliques justement ce parcours qui te permet aujourd'hui là de lancer ce projet de Génération C et que tu nous partages un peu ces valeurs là qu'il y a dans ce projet-là. Déjà, pourquoi je suis en France et un peu le parcours au Cambodge avant d'arriver ici. Oui. Comme ça, pourquoi Génération C. Donc, j'ai grandi au Cambodge et j'ai passé mon bac au Cambodge. Je suis arrivée en France en 2014. J'ai fait mes études de droit et ça s'est interrompu parce que j'ai eu un cancer. Et c'est ce cancer qui a révélé beaucoup de choses. Je pense en fait quand on se confronte à quelque chose aussi fort comme une maladie ou un accident de vie, nous fait beaucoup souffrir et qui nous permet de comprendre que la vie en fait est très éphémère. Ben, en fait, on cherche sa mission, le sens des choses en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je commençais déjà à me poser des questions sur mais c'est quoi ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le sens de tout ça? À quoi bon? Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps que j'ai là, ici? Et avec mon père, on a commencé à discuter d'un projet en commun. Bon, donc Génération C est né bien plus tard, mais c'était déjà, on discutait déjà tout ça. Et ensuite, après le cancer, l'artiste s'est révélé en moi. J'avais cette envie de partager cette expérience que j'ai vécue avec le cancer. Donc j'ai fait ma première exposition à New York. Et c'est là où le concept de neuroesthétique est né. Ça va venir après. Beaucoup, mais bon. Et en fait, je voulais recréer cette sensation que j'ai ressentie pendant les méditations, pendant le cancer, mais je voulais recréer pour tout le monde. Donc chaque tableau avait un sens, chaque tableau avait une émotion particulière que j'intensifiais à travers des mets et de la musique. C'était vraiment pour recréer en fait tout ça. Je reviens au Cambodge. Entre-temps, je fais beaucoup de choses, mais je reviens au Cambodge. Je continue mes œuvres d'art, je fais des expositions dans le monde entier, je fais beaucoup d'humanitaire au Cambodge. Et entre-temps, le projet de Génération C commence à se conceptualiser et le Covid arrive. Donc, en fait, C, au départ, c'était pour Covid. Parce que je pense que toute personne a vécu le Covid. Toute personne dans le monde entier, de toutes différentes religions, classes sociales, on a vécu le Covid. Et je pense que c'est pour faire comprendre que le système aujourd'hui, notre société moderne, on n'est pas résilient face aux crises qui vont arriver, aux crises systémiques. C'est ça, Génération C. Ok. Juste une petite parenthèse. Comment ça s'est passé pour toi, le Covid au Cambodge? Comment ça s'est passé là-bas? En fait, le Covid est arrivé beaucoup plus tard. Ah, ok. On était pendant 1 an, on vivait normalement. Ok. Donc, en fait, le Covid est vraiment arrivé 1 an après vous. Après l'Europe, en fait, je pense. C'était assez, je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, mais en fait, on a port de masque, mais il n'y avait pas encore de quarantine, de quarantaine ou de lockdown. Je sais plus les mots en français. Mais à ce moment-là, mon père avait quand même peur. Donc en fait, il avait peur pour ma santé parce que je sortais de cancer. Donc en fait, on s'est réfugié à la campagne. Donc pendant 1 mois et demi, j'étais à la campagne à la campagne cambodgienne, devant les rizières et c'est là où en fait le projet de Génération C s'est concrétisé. On a discuté pendant 1 mois et demi, on faisait que ça. Okay. Donc je commençais à faire des petites vidéos sur ce que je comprenais, sur ce que je ressentais et qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que jeune aujourd'hui. Donc pendant le Covid, je reviens en ville, je lance mon mouvement Génération C, qui à ce moment-là, il était juste un mouvement d'artistes en fait. C'est vraiment focalisé sur l'art, mais sur comment nous artistes on peut venir avec des idées pour le monde en fait, pour un meilleur monde. Tout simplement, c'est aussi simple que ça.
Et entre-temps, on est tombé sur les convivialistes. Donc c'est un mouvement qui a été fondé par le sociologue Alain Caillé, un sociologue français. Et c'est un mouvement qui met en avant une nouvelle philosophie politique sur l'art du vivre ensemble. Ils ont écrit 3 manifestes avec 6 principes de base que tout humain pourrait comprendre et intégrer dans leur vie. Ce mouvement regroupe 300 signataires experts du monde entier, pluridisciplinaires. Dans ce mouvement, il y a Edgar Morin comme signataire, Mathieu Ricard, Boris Cyrulnik, Noam Chomsky, enfin vraiment des grandes personnalités. Et quand on a vu le manifeste, on s'est dit, mais en fait, c'est ces gens-là avec qui on devrait travailler. Donc moi, en 3 ans, j'essaie de les contacter. Donc, je fais des expositions, j'essaie de les contacter, vraiment aucune réponse. Et un jour, Ah oui. Oui, pendant 3 ans, j'ai vraiment essayé de tout faire pour pouvoir me mettre en contact avec eux, du Cambodge. Et donc, je fais une dernière exposition qui s'appelle Convive Art. Et j'ai fait beaucoup de presse dessus, j'ai eu beaucoup d'articles, j'ai eu beaucoup d'artistes. Tu l'as fait en France ou au Cambodge, Au Cambodge. du coup? Ah, ok. Et après l'exposition au Cambodge, j'ai un retour d'Alain Caillé, enfin. Donc je dis, bon monsieur, dans 2 mois, je suis devant chez vous. Donc 2 mois après, donc j'ai quitté ma famille, mon pays, tout le monde pour arriver en France, m'installer ici, parce que je me suis dit, il y a quelque chose que je pourrais faire avec les convivialistes. Donc aujourd'hui, on est enfin une branche jeunesse des convivialistes. Reconnu du coup par le mouvement convivialiste. Oui, reconnu par les mouvements des convivialistes. Et maintenant, Génération C, donc en fait, on est une entité à part et on est un collectif porté par les jeunes et on cherche à transformer, à questionner nos modes de vie, nos manières de consommer et toute l'organisation sociale. C'est vraiment pour faire renaître, c'est réimaginer, faire renaître une nouvelle génération de penseurs, de créateurs, de citoyens, d'êtres en fait. C'est comme les hippies, il y avait la guerre du Vietnam, ils n'étaient pas contents, ils ont fait tout un mouvement et il y avait tout un mouvement qui a existé, la manière d'être, de vivre, de penser, de consommer. Génération C, c'est un peu pareil. Et on est avec les convivialistes, ce qui est intéressant, c'est cette union qui est transgénérationnelle. On cherche à bâtir un monde post-néolibéral, donc faire renaître une nouvelle civilisation, de réhumaniser la Très civilisation. ambitieux. Très ambitieux, mais je pense que c'est nécessaire. Bien sûr. Arriver à aujourd'hui, on voit que le système arrive à une forme de fin, où sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et on est obligé d'avoir une vision qui soit locale, donc globale, vision globale, mais action locale. Parce que forcément, en tant que métisse, je sais que les Français et les Cambodgiens ne voient pas les mêmes choses, on ne vit pas la même manière. Mais il faut avoir une vision globale des choses, de la civilisation au niveau planétaire, à l'échelle planétaire. Quelles sont les actions que tu mets en place pour que tout ça puisse se réaliser, pour que ce nouveau monde puisse naître? Oui. Comment ça se passe? Déjà, ça va prendre du temps et beaucoup de personnes et beaucoup de volonté de chaque personne. Mais alors, on travaille sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la renaissance artistique. En tant qu'artiste, forcément, c'est mon devoir en tant qu'artiste d'éveiller les consciences à travers mes œuvres d'art, à travers l'art en général. Dans l'histoire de l'homme, l'art a toujours bouleversé, changé les choses. Donc je pense que l'art a un rôle important dans tout ça. Renaissance artistique, à revoir le terme, mais en gros c'est de l'art engagé. Mais cette fois c'est de l'art engagé sur une nouvelle civilisation. Pas forcément que sur l'environnement ou que sur l'humanitaire ou que sur un thème particulier. Le but c'est vraiment de dire, bon maintenant c'est toute une nouvelle civilisation qu'on fait naître. Qu'est-ce que nous en tant qu'artistes on pourrait faire? J'ai pas la réponse. Je suis une simple artiste. Mais ce que je peux faire, c'est je peux faire un appel. J'ai fait un appel en 2019 à Paris. J'ai fait un appel aux artistes du monde et a répondu Suzanne Sarandon, une actrice américaine, Annalie McCord, une amie à moi qui est aussi actrice américaine. Mais pour l'instant, l'appel n'a pas continué. En fait, ils sont venus, mais il faut que je concrétise ça avec Génération C. Donc ça, c'est le premier pilier. Et dans ce pilier-là, le concept de neuroesthétique que j'ai inventé à New York, que j'ai théorisé à New York, que j'apporte ça à Montpellier bientôt. Ce concept en fait où je parle de cet éveil des consciences à travers mes œuvres d'art et l'essence. Ce concept a été inventé à Barcelone. Donc après mon cancer, mon père m'a dit on prend la voiture et on part. On part où tu veux, on va et on respire. Donc on a pris la voiture et on a fait toute la côte. Et on est arrivé à Barcelone et pendant le cancer j'ai commencé la méditation. Ça fait 5 ans, 6 ans que je médite. Je ne me considérerais pas comme une méditante parce que c'est quand même une capacité qui est incroyable que je n'ai pas encore.
Mais je pense que pendant le cancer, ce que j'ai vécu, c'est des choses extraordinaires. Je pense que pendant ces moments-là, en tout cas ce que j'ai vécu la liberté la plus extrême qu'un être humain pourrait vivre. Parce j'étais détachée de tout. Bon, c'est une sensation qui est dans le passé, je la retrouve plus, cette sensation. Je ne garde que des souvenirs et une capacité de le verbaliser. Mais se sentir détaché de tout, de la vie, ben c'est là où on vit vraiment. Donc en fait, j'étais capable de regarder les arbres pendant des heures. Les oiseaux me faisaient pleurer. J'étais capable de ressentir les choses, de ressentir, vivre vraiment pleinement le moment. C'est comme s'il y avait une hypersensibilité qui s'était développée. Ouais. En tout cas, les couleurs étaient beaucoup plus fortes. Ah ouais. Tout était plus fort. Je sais pas si c'est la chimiothérapie, si c'est la maladie, si c'est la méditation, je sais pas. Ça doit être un mélange de tout ça. Et donc, quand j'étais à Barcelone, je philosophais beaucoup à l'époque, maintenant moins. Mais j'ai mangé un tapas et j'ai vu une couleur. Et j'ai ressenti quelque chose. Je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Donc je me tourne vers mon père, je me dis, je sais, je vais aller à New York et je vais proposer ce concept. Donc à l'époque, je savais pas que j'appelais ça neuroesthétique, mais j'avais un concept, c'était une exposition plutôt sensorielle, synesthésique. Et donc arrivé à New York, pendant 6 mois, je travaillais avec un chef italien et je lui dis, voilà, chaque tableau, j'ai une émotion que je veux que tu stimules à travers l'essence, donc le goût. Puis après, j'ai rencontré une violoniste et j'ai dit, voilà, je veux que tu crées une atmosphère. Et donc, par exemple, le premier tableau que j'ai dessiné, c'était sur l'autodestruction. Et cette voix en nous qui est un peu ce parasite qui est toujours constamment là. Tu vas pas y arriver, t'es grosse, ton travail, tu es pas à la hauteur. Enfin, tu l'as senti ça, ce sentiment d'autodestruction, tu l'as traversé? Oui, je pense que si j'ai un cancer, c'est bien parce que mon esprit était en autodestruction. Le cancer, je pense, parle beaucoup de soi. C'est pas seulement, je pense, c'est pas quelque chose qui soit seulement génétique ou environnemental. Je pense que l'esprit joue beaucoup dedans. Et donc ça, c'était le premier tableau. Après, tous les autres tableaux, c'était un peu le cycle de ma compréhension de qui je suis. Donc premier tableau, autodestruction. Et donc j'ai dit au chef, je veux quelque chose de fort. Donc il est venu avec de la mayonnaise wasabi avec un radis. Et effectivement, en fait, ça brûle l'essence. Le deuxième tableau, c'était sur la compréhension de soi. Et donc j'explique au chef, c'est la compréhension de soi, c'est un travail de vie. C'est douloureux, c'est long, ça peut être lourd. Et donc en fait, il a fait une brochette de fromage. Parce qu'il sait que c'est long, c'est dur à digérer. Le troisième tableau, c'était mon moi et mon essence. Je faisais vraiment une différence entre mon ego, donc le je suis pas contente, je veux ça, je déteste ça, je suis mécontente. Et après, il y a aussi le moi spirituel, donc le moi sage, la sagesse, où en fait, c'est le moi qui va faire poser plus de questions avant de passer à l'action ou passer à être énervé, enfin, qui va réguler un peu plus ces tendances un peu agressives. Et donc, j'ai dit au chef, je veux quelque chose où le client, enfin, la personne qui vient, casse et goûte quelque chose. Donc, il m'a fait un tataki de saumon avec du riz. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc, en fait, il fallait casser le riz pour rentrer et goûter cette texture qui était très, très douce. Et la violoniste est venue avec toute une liste de chansons où, en fait, ça commençait par quelque chose de très lourd. Et avec le temps, ben, c'est quelque chose qui était des sons beaucoup plus légers, plus doux. Et j'ai fait le même concept à Paris et j'ai eu la chance d'avoir professeur Chanveux, un grand professeur de neurosciences qui est venu. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais pourquoi il est là? Je suis une petite Cambodgienne qui arrive du Cambodge, j'ai fait une exposition comme ça à la maison du Cambodge. Il a trouvé ce concept très innovant. Et donc, j'ai fait aussi au Cambodge et là, je propose à Gazette Café. Il y aura donc un tapas, un menu. Donc là, tu travailles avec des personnes nouvelles à chaque fois que tu proposes ton exposition, en fait. Oui. Donc à chaque fois, c'est différent. C'est différent et c'est ça qui est génial parce que en tant qu'artiste, j'aime pas qu'on me limite. Donc à chaque fois que j'ai des artistes devant moi, donc les artistes pour moi c'est le cuistot, le chef, le pianiste, je leur donne la liberté d'interpréter ce qu'ils ressentent. Donc le but de tout ça, parce que je parle beaucoup, le but de tout ça, c'est d'inviter le public dans un état méditatif, de pas passer à travers les choses, de prendre le temps d'observer et de connecter, de se laisser aller. Et de aller. goûter, quoi. Et de goûter. Tout goûter. C'est ça, avec tous ses sens. Exactement.
Donc, au lieu de juste passer à travers quelque chose, de le voir, l'observer, regarder les couleurs, ressentir quelque chose, écouter, être là au présent avec ses sens. Donc, c'est pas une exposition où tout le monde va boire un verre de vin et tout le monde va parler et rigoler. C'est plus un moment pour soi, pour se reconnecter à soi, euh, inviter à l'interoception, donc de revenir vers ses sens, parce que je pense en revenant vers ses sens, ce serait plus simple de s'ouvrir au monde. Enfin, c'est une théorie que j'ai inventée, je peux avoir totalement tort. Donc, professeur Changeux, dites-moi si j'ai tort ou pas. Mais le but ensuite, c'est de monter une vraie équipe avec des psychologues, des méditants, des neuroscientifiques, de voir si ce concept a vraiment quelque chose à apporter, parce que le but, c'est de donner un outil pour que tout le monde puisse avoir accès, savoir ce que c'est un état contemplatif, un état méditatif en fait. Donc voilà, l'éveil des consciences. Je sais pas si cette voie va mener quelque part, mais qui ne tente pas ne souffre pas. Il faut oser. Le deuxième pilier, c'est la mouvance Génération C. Donc en gros, euh, on a pensé à des cafés existentiels où on discute de l'existence et avoir des experts qui nous aident dans différents secteurs, qui nous aident à venir avec des mesures. Donc en gros, ce serait des réunions avec d'autres personnes, cibler les jeunes, ouvert à tout le monde, mais vraiment cibler les jeunes, parce que je pense que nous, en tant que jeunes, on se sent plus concernés par la politique aujourd'hui. C'est normal. On se sent plus, on sent plus notre poids. C'est-à-dire, on sait qu'on va parler, mais est-ce qu'il y aura vraiment un changement? Je pense qu'on est perdu par rapport à ça. Donc, c'est vraiment cibler les jeunes pour leur dire que vous avez une voix. Il faut juste continuer à pousser et à crier plus fort. Mais crier plus fort, mais il faut s'organiser. Toi, t'es prête à crier, du coup? Ah, je suis déterminée. Je suis là pour ça. Donc en gros, c'est de voir avec eux leurs revendications, pousser les réflexions à avoir des mesures. Ces mesures-là seront inscrites dans un cahier d'avenir partagé qu'on soumettra au troisième pilier qui est l'observatoire. On appelle ça la société savante. Et j'aime beaucoup ce terme en fait, ça reprend un peu l'histoire, les lumières, etc. Mais en gros, dans cette société savante, il y aura il y aura des experts, encore une fois, du monde entier, pluridisciplinaires, multiculturels. Ça, c'est très important. Et en fait, on va déterminer des thèmes, des thématiques importantes au niveau psychologique, social, environnemental et politique. Et eux vont ensuite produire toutes ils vont ils vont venir avec une nouvelle manière de réorganiser nos sociétés d'aujourd'hui au niveau politique et social. Donc voilà, il y a vraiment à redéfinir strictement tout. Et Génération C, on voudrait redéfinir ce que c'est la relation que l'homme a avec le temps, l'amour, le travail. En fait, on est totalement perdu. Je trouve que nos sociétés aujourd'hui, il n'y a plus de sens. Notre existence n'a plus de sens en tant qu'individu, mais surtout en tant qu'espèce. On ne sait pas où on veut aller en tant qu'Homo sapiens. Oui, après, il y a beaucoup de paradigmes qui changent aussi, je trouve, par rapport à une certaine époque où on a développé l'industrie à outrance, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent maintenant où on revient à justement des choses qui ont plus de sens et plus de valeur. Et même dans l'éducation, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc on met des noms sur des nouvelles choses comme ça où on se dit oh là là, peut-être que dans l'éducation il faut arrêter de taper sur ses enfants pour qu'ils comprennent. Non mais c'est comme s'il y avait quelque chose de ah tiens, peut-être qu'on peut éviter de se parler violemment quand on se parle et tout d'un coup il y a une espèce de prise de conscience comme ça, on peut faire autrement. Oui. Non mais je sais pas, c'est assez étrange et du coup on peut manger autrement, on peut se parler autrement, on peut avoir une sexualité autrement aussi, parce que ça aussi, c'est en train de, je trouve, de changer. On est en train de mettre de la conscience un peu plus, de plus en plus sur des choses, mais ça reste quand même assez petit, quoi. Et ça prend beaucoup de temps. Et oui. Ouais. Donc le but, c'est vraiment de rassembler les personnes et de repenser à un autre monde. On est obligé, enfin, c'est nécessaire, je pense. Et j'ai eu ma mère au téléphone. Elle a vécu la guerre. Elle avait 2 ans. Mes grands-parents ont vécu la guerre. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi on doit recréer ça. Et on oublie vraiment les sacrifices et les cicatrices qu'on laisse dans l'esprit humain. C'est voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire un appel à la paix. Donc je vois comment je vais faire ça. Mais je pense que c'est nécessaire. Ok. Tu as besoin de quoi, en fait, là, aujourd'hui, pour faire grandir ce mouvement, pour pouvoir multiplier les actions? Tu as besoin de quoi?
Si tu faisais un appel là aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi? De la volonté d'élever. Je pense que c'est important que toute personne sache que on devrait élever notre mission de vie, inscrire notre existence dans la continuité de la planète. En fait, j'ai l'impression qu'on vit nos vies juste pour nous, pour vivre la vie là maintenant, à nous. Alors que si on pouvait élever un peu notre mission, se dire en tant qu'espèce, qu'est-ce que je peux laisser sur Terre? Quelle est l'empreinte que je vais laisser L'empreinte, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, mais quelle est la marque que je voudrais laisser en fait sur cette Terre-là? Donc comment moi, ma vie peut contribuer à quelque chose de plus grand? Et c'est possible, en fait, à chaque fois, je pense que les gens ont peur en disant, ouais, mais moi, je suis personne. On est tous quelqu'un. Mais on peut tous faire quelque chose. Et même si c'est pour changer la personne à côté de nous, d'être plus empathique, d'être plus à l'écoute, de plus à l'écoute avec soi-même, de se respecter. Déjà, je pense qu'il y a un travail qui est interne déjà qui doit se faire, qui est gigantesque. Et plus je fais de la psy, plus je comprends la complexité de la chose. Mais je pense qu'il y a un travail personnel qu'on peut commencer autour de nous. Euh, et une fois qu'on sait qu'on a de l'impact, là, on sait notre puissance. Mais je pense que les gens, enfin, beaucoup n'osent pas encore. Il faut oser, il faut oser. Il faut oser, c'est Il ça? faut oser. Ouais. Justement, j'allais te demander si tu avais un message là à laisser aux personnes qui t'écoutent, vraiment un message fort, ça serait quoi? Alors, on va le dire, il faut oser. Je pense que ça, c'est le message. C'est oser. Oui, parce que oser. Je pense que je serais pas là si mon père m'avait pas poussé à oser. Oser demander, oser pousser les limites, oser questionner, oser se révolter. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec ce que tu as vécu par rapport à la maladie où il y a un moment donné, on n'a plus rien à perdre, au bout d'un moment, tu sais qu'il reste peu de temps, donc tu vas profiter du temps qui reste Oui, en fait, pour oser. je pense que on ne voit plus les risques de la vie, en fait. C'est seulement quand on a un cancer ou une maladie, on se dit oh, ma vie est courte, mais en fait non, mais la vie est courte déjà de base. C'est juste on se rend plus compte de ça. Donc en fait, le temps qui nous reste, on ne sait pas, tout est impermanent, on ne le sait pas, mais il faut se le rappeler ça. On oublie souvent que la vie est très fragile, mais on l'oublie. Donc on n'ose pas faire parce qu'on se dit oui, dans plus tard. Alors que non, c'est maintenant qu'il faut commencer à changer les choses. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut oser, en fait, c'est maintenant. Là maintenant. Maintenant. C'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour les personnes qui nous regardent, qui portent ces valeurs? Il y en a beaucoup. Le premier qui me vient en tête, j'ai pensé à Sagesse de Onfray. Il m'a beaucoup touchée. La sagesse de vivre, en fait. Je pense que le temps, c'est de l'expérience, et l'expérience, c'est de la sagesse. J'ai cru que j'étais à cette période-là pendant le cancer. Je pense que je l'ai frôlé, cette sagesse-là. Je pense qu'il faut beaucoup d'expérience de vie pour être très sage. Mais il y a de ça. Il y a aussi le livre, tous les livres de Boris Cyrulnik, forcément. Je vais pas énumérer tout parce que tous ces livres sont incroyables. Quoi d'autre? Il y a Edgar Morin, je le cite toujours, mais ses livres pour être plus active. Stéphane Hessel, Engageons-nous, révoltons-nous. Ça, c'est une bonne base aussi. Donc voilà, je pourrais pas en dire. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Je pense beaucoup à la souffrance des gens. Je pense que si après la souffrance fait partie de la vie, on est obligé de passer par là pour comprendre certaines choses. Une baguette magique, ce serait de permettre aux gens de se comprendre, de comprendre leur souffrance et d'où ça vient. Et donc pouvoir pas le canaliser, le comprendre, donc le transcender autrement. Je sais pas comment, mais je pense qu'en fait, tout ce qu'on vit en ce moment, qu'il soit crise ou guerre, c'est de la perversion, c'est l'hubris que les convivialistes parlent de l'impératif du contrôle de l'hubris, cette folie des grandeurs. Mais si on se comprenait et si on savait qu'en fait il faut juste la base pour vivre en fait. Mais je pense que tout ça vient de la souffrance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très. On parle de politique comme si c'était en dehors de nous, mais en fait ça passe par la psy, ça passe par qui on est. Et je pense que décision politique, si on était peut-être plus
empathique, si on avait plus de compréhension de soi, de l'autre, peut-être que les décisions sont différentes, je sais pas. En fait, si on est là, c'est bien le destin, donc je sais pas. Voilà. Tu penses que ce qui peut en partie faire changer le monde, c'est la connaissance de soi et la conscience? Je pense bien. Parce que si on est conscient, on ne chercherait pas à être pervers ou vouloir plus, ou être manipulateur, ou vouloir plus de pouvoir, écraser les autres. Je suis persuadée que si on est conscient, un minimum, on ne pousserait pas ces limites-là. On serait conscient de comment on est. Est-ce que ce que je fais est éthique ou pas? Je me poserai plusieurs fois la question avant de faire quelque chose, avant de passer à une action qui soit agressive ou pas. Je pense que oui, je pense que c'est nécessaire d'être. On parle d'éveil des consciences, mais elle est où la conscience en ce moment? Je sais pas. Début. C'est le début. Merci Adana pour ce partage. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.